bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure. Oui, une figure vraiment incontournable. Boris Vian, disparu le 23 juin 1959. Un artiste tellement complexe, tellement protéiforme. Exactement. On va essayer de plonger un peu dans la vie et l'œuvre foisonnante de cet artiste total. Ingénieur, écrivain, musicien du jazz. Il touchait à tout. Un créateur incroyable dont le génie, c'est vrai, a mis du temps à être reconnu. Oui, souvent après sa mort, malheureusement. On pense forcément à ses romans cultes, bien sûr, à son fameux piano-cocktail. Ah, le piano-cocktail. Cette machine géniale qui mélange musique et cocktail. C'est ça. Et puis, il y a eu aussi le scandale. Vernon Sullivan. De quoi piquer la curiosité, hein? Tout à fait. C'est d'ailleurs frappant, cette multiplicité. Difficile de le classer. Ingénieur de centrale, passé par l'AFNOR, l'organisme de normalisation, Oui, l'AFNOR, quand même. et en même temps trompettiste enflammé dans les caves de Saint-Germain, écrivain sous X pseudonyme, parolier. C'est peut-être ça, ce grand écart permanent qui fait toute la singularité de Vian. Justement, comment cette formation d'ingénieur très cartésienne a-t-elle pu cohabiter avec cet imaginaire si débridé, parfois absurde? C'est une excellente question. Je crois qu'il y a un jeu constant chez lui entre la rigueur technique et la fantaisie la plus folle. Sa jeunesse y est sans doute pour beaucoup. Ah oui? Oui, un milieu familial cultivé à Ville-d'Avray, très porté sur la musique, les jeux de mots, les fameux bourrimés, ces jeux poétiques. Ah oui, les bourrimés. Voilà. Tout ça était très présent, même après les difficultés financières liées au crash de 29. Et puis il y a sa santé, fragile. Ces problèmes cardiaques, c'est ça, dès l'adolescence. Oui, dès 12 ans, ça a sans doute créé chez lui une forme d'urgence de vivre, une intensité particulière. Et cette urgence, on la retrouve tout de suite dans le jazz, j'imagine. Exactement. Très jeune, il est au Hot Club de France, puis il joue de la trompette dans l'orchestre de Claude Abadie, et après-guerre, il devient une figure clé des nuits de Saint-Germain-des-Prés, au Tabou par exemple. C'est là qu'il croise tout le Gotha intellectuel et artistique. Tout à fait, Sartre, Beauvoir, Queneau, mais aussi les grands du jazz comme Miles Davis, Duke Ellington, il est vraiment au cœur de cette effervescence, même si sa santé, encore elle, le forcera plus tard à renoncer à la trompette. Et en parallèle de ce Vian jazzman, il y a l'écrivain. Souvent, l'écrivain caché. Pourquoi ce besoin de pseudonyme? Surtout Vernon Sullivan, le plus célèbre. Alors Sullivan, c'est vraiment une histoire à part. En 1946, Vian lance ce canular. Il prétend traduire un auteur américain inconnu, très sulfureux. « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà, un pastiche de roman noir très cru, très violent, très érotique pour l'époque. Ça devient un best-seller phénoménal. Mais ça déclenche aussi un scandale énorme et un procès retentissant pour outrage aux bonnes mœurs. Et ce succès-là a un peu éclipsé le reste. Complètement. Ça a longtemps masqué l'œuvre signée Boris Vian. Il a d'ailleurs utilisé d'autres pseudonymes, comme l'anagramme Bison Ravi. Parce que sous son vrai nom, la reconnaissance était plus compliquée, disons. L'écume des jours, aujourd'hui un classique absolu, a fait un flop à sa sortie, non? Pourquoi ce décalage? Oui, l'écume des jours rate de peu le prix de la Pléiade en 1946, malgré le soutien de Queneau et de Sartre. Et ses autres grands romans, L'automne à Pékin, L'arrache-cœur, ne trouvent pas vraiment leur public de son vivant. L'écriture de Vian était peut-être trop unique. Trop en avance. Trop en avance, trop inclassable. Oui, ce mélange de poésie pure, de néologisme constant, d'humour noir, de mélancolie, c'était déroutant. L'influence de sa première épouse, Michel L'Église, et de Raymond Queneau, son ami et éditeur, a été très importante, mais ça n'a pas suffi à l'époque. Et il n'y avait pas que les romans, il y a eu les chansons aussi. Le Déserteur, par exemple. Encore une polémique. Ah oui, Le Déserteur, écrite en 1954, en pleine guerre d'Indochine. Une chanson antimilitariste qui, même dans sa version un peu adouchie, a été interdite d'antenne. Vian écrivait pour lui, mais aussi pour d'autres, Salvador, Gréco, c'est vrai. Puis il y a son côté pataphysicien, satrape du collège de pataphysique, cette science des solutions imaginaires de Jarry, ses inventions, parfois bien réelles, comme une roue élastique brevetée, et même la peinture, il a exposé en 1946. Incroyable touche-à-tout.
Pourtant, les dernières années semblent plus sombres. Des problèmes d'argent, ce manque de reconnaissance littéraire. Oui, c'est une période difficile. Après son divorce, il rencontre et épouse la danseuse Ursula Kubler. Il trouve une certaine stabilité en devenant directeur artistique chez Philips. Il s'occupe de jazz, mais aussi, et c'est moins connu, des débuts du rock'n'roll en France, parfois sous pseudo. Ah oui, d'accord. Mais sa santé se dégrade sérieusement. Un œdème pulmonaire en 56. Jusqu'à cette fin. Cette fin tragique, le 23 juin 59, presque une mise en scène macabre. Absolument terrible, oui. Il assiste à la projection privée de l'adaptation cinéma de J'irai cracher sur vos tombes. Un film qu'il détestait par avance, il était en conflit total avec la production. Il ne voulait pas y aller d'ailleurs. Non, et quelques minutes après le début du film, il s'effondre, crise cardiaque. Il avait 39 ans. Une vie incroyablement dense, fulgurante, et une œuvre si riche, mais qui est restée longtemps un peu confidentielle. C'est le grand paradoxe de Vian, ce créateur total, ingénieur-artiste, cet esprit libre, non conformiste, dont l'humour, souvent potache, cachait une profonde gravité, une sensibilité à fleur de peau. La reconnaissance massive, elle, ne viendra que bien plus tard, dans les années 60-70. Et aujourd'hui, oui, l'écume des jours élue par des générations, ses chansons sont des classiques, son influence est palpable. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre si diverse, où se côtoient le jeu, la poésie la plus pure, la critique sociale féroce et la tragédie, qu'est-ce qui fait qu'elle nous parle encore si fort aujourd'hui? Peut-être cette liberté. Peut-être, oui. Cette liberté absolue, cette façon unique de regarder le monde, toujours entre l'émerveillement et le désenchantement,